Et on va commencer tout de suite. Donc, l'artisanat francilien, fleuron de notre économie, une chance de se reconvertir dans un métier de sens et de passion. Avec Véronique Langlais, que certains ont peut-être déjà écouté ce matin. Avec, oui, non, celui-là non. Michel Fréré-Roy, qui est donc horloger, et Alexandre David, qui est dirigeant de Monsieur Sticker. Alors, je vais vous passer directement le micro à qui le veut pour nous parler de l'artisanat, du coup, mais beaucoup plus rapidement que ce matin. Messieurs, dames, bonjour. L'artisanat, c'est 250 métiers, 250 opportunités, tant dans l'alimentaire que dans le bâtiment, que dans les métiers d'art. Ce sont des métiers qui sont complètement des métiers de passion. D'ailleurs, tu es également artisan horloger et joaillier. Alors, dans mon domaine de compétences, qui est la boucherie artisanale, chaque année, nous recrutons 5000 personnes. On a 5000 emplois à pourvoir et autant de possibilités de s'installer après à son compte, d'avoir sa propre entreprise, tant sur les villes que sur les territoires, les lieux beaucoup plus restreints ou les marchés forains. Enfin, des endroits qui vous conviendra d'aller. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ton métier? Mon métier, reconversion professionnelle en 8 mois. Mais pour avoir les vraies compétences, je pense qu'il faut plutôt 10 ans. Néanmoins, pour s'installer, donc je vous disais, il y a beaucoup d'opportunités puisque on a en Ile-de-France, en tous les cas, 2/3 des chefs d'entreprise qui ont plus de 50 ans. C'est un métier qui est autant destiné aux dames qu'aux messieurs, puisque maintenant nous avons tout ce qu'il faut pour avoir un métier simple à pratiquer. On a des rails, on a des billots à hauteur. Ce sont des métiers passion que l'on exerce avec plaisir parce qu'on prend soin de son prochain. On nourrit la population. C'est un métier bonheur aussi. Parce qu'en général, quand on a un client qui vient dans notre entreprise, c'est quelqu'un qui est complètement impliqué, qui prend plaisir, qui sait qu'il aura du conseil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a donc une école qui forme chaque année 2000 reconversions professionnelles sur Paris, dans le 12e arrondissement. Que dire d'autre? Le salaire est assez attrayant, mais on ne fait pas ces métiers-là pour le salaire, encore une fois. Si vous avez un état d'esprit à travailler dans l'artisanat, moi ce que je vous encourage plutôt de faire, c'est d'aller vers ces métiers, d'aller dans l'entreprise et de ne pas hésiter d'aller vers les organisations professionnelles pour voir si vous ne pouvez pas faire une journée ou une semaine d'intégration dans l'entreprise, et vous verrez que ce n'est pas du tout ce que vous imaginez, que bien souvent la petite étincelle, elle peut venir quand vous travaillez le produit. En l'occurrence, personnellement, je suis installée depuis 30 ans. C'est mon âge. J'en ai 53. Nous avons formé quelques reconversions professionnelles et puis également quelques apprentis qui ont commencé donc à 15 ans. Et ils sont pratiquement tous restés dans le métier parce que je pense que c'est un métier où l'on peut s'épanouir. On peut aussi avoir plusieurs entreprises. C'est un métier qui a plusieurs finalement casquettes puisque on achète le produit, on gère ses salariés, on gère sa comptabilité. On a 1000 casquettes en fait dans l'artisanat. On doit être polyvalent et savoir tout faire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'ennuyer en fait. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Je vais passer à mon intervenant qui est horloger. Bonjour à tous. Alors en fait, la présentation de Véronique va être très différente de ce que sera la mienne. Moi, je suis venu à l'artisanat, entre guillemets, par passion pour un produit. À savoir, j'étais fan de montres et un jour, je me suis dit, je me lance dans les montres. J'étais au départ dans le BTP, je me suis occupé de commercial international, de direction de filiales dans des grands groupes. J'ai fait presque le tour du globe. Il me manque quelques pays que je ferai quand je serai en retraite. Et tout d'un coup, je me suis dit, à chaque fois en fait que j'étais en voyage dans un pays, j'allais voir les montres. Et un jour, je me suis dit, il y en a ras-le-bol, je monte une boîte de distribution de montres. Boum. Donc je me suis mis à importer des montres. 97, à 41 ans.
quelques années après avoir implanté une marque en France, on a avalé une couleuvre qui est restée en travers. J'ai dit un distributeur qui n'a pas de boutique est un mort, un pantin jetable, un mort en sursis. J'ai donc cherché une boutique que j'ai trouvée, tout en ayant repris juste avant la distribution de 3 autres marques de montres suisses. La première s'est bradée sur vente privée, une fois, 2 fois, la troisième, je leur ai dit dehors. Et j'ai créé ma marque. Alors en fait, a posteriori, je dirais que j'aurais dû sans doute éviter les étapes tuons-nous au travail pour des gens qui ne respectent pas leurs partenaires. Bon, mais au moins on apprend. C'est à chaque étape, on apprend quelque chose. Alors on peut devenir gros, on peut avoir plusieurs sociétés, on peut en avoir qu'une. Nous, avec mon épouse, on a toujours la même depuis 97. On n'a jamais déposé le bilan, on a toujours payé nos fournisseurs. On est petit, mais on existe. Et notre marque est petite, mais de notoriété assez forte, puisqu'on a vendu, allez, c'est un scoop, deuxième fois que je le dis, j'en suis très content. On a eu pour la 3e fois le roi du Maroc comme client vendredi, qui est reparti avec 3 montres, dont une des miennes, en l'occurrence celle que j'ai au poignet. J'ai un peu fait exprès de la mettre celle-là aujourd'hui. Voilà. Et en fait, la passion a guidé mes choix pour l'artisanat. Alors j'aurais pu devenir comme Richard Mille, faire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On a eu un peu moins de bol, on fait beaucoup moins de chiffre d'affaires. Mais en fait, je dessine les modèles, je conçois les modèles, je fais fabriquer les mouvements, je fais la pub, les visuels, je fais tout, je balaye la boutique quand il y a besoin, je fais la vaisselle, bref, je fais tout. Alors l'artisanat, pour moi, quand on se met à son compte, il faut se dire, ça me plaît, c'est ça que je veux faire. Alors j'aimais beaucoup les travaux publics, monter des grosses affaires à l'étranger, c'était génial. Puis un jour, j'ai dit, allez, on fait autre chose. Voilà. Je serai disposé à écouter et répondre à vos questions après que le 3e interlocuteur se sera exprimé. Bonjour à tous, je suis Alexandre David. Bon, le nom de ma société s'écrit un peu différemment, c'est pas MR Sticker, c'est Monsieur Sticker en toutes lettres. Moi, j'ai créé l'entreprise il y a 6 ans, elle frôle le 1 million d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, on est 6, on est implanté dans le 92 à Colombes, on intervient partout en France. Et nous, notre métier, en fait, il est entre l'artisanat et l'industrie, puisque notre métier, c'est de travailler les matières et de concevoir des enseignes. Donc nous, notre métier, on intervient sur les enseignes commerciales et les décors intérieurs d'entreprise. Et pour le coup, nous, notre branche, pour en parler rapidement, on vient à peine de rentrer au dictionnaire il y a quelques années en tant qu'enseigniste et signaléticien. Le marché représente 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Il est porté par 2500 entreprises. Donc si vous faites un calcul rapide, ça fait une moyenne de 500 000 euros de chiffre d'affaires par société. Donc majoritairement, notre marché il est composé de TPE. Et puis on a quelques gros porteurs qui font eux 15 à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et le marché, voilà, il est un peu en grappe. Vous avez une grosse grappe en bas qui se partage tout le marché de la publicité un peu locale, des petits faiseurs, puisqu'en fait, partout autour de vous, vous voyez du marquage. Là, j'étais dans le salon avant de venir. Bon, bah déjà, il y a de la bâche et de l'impression grand format partout. Il y a du sticker au sol. Et tout ça, en fait, rentre dans nos métiers d'imprimeur grand format enseigniste. Nous, dans notre branche à nous, on voit beaucoup de reconversions puisqu'on est porté par des franchisés. Alors moi, j'ai mon entreprise à mon nom propre, mais il existe 2 réseaux de franchises dans notre métier principaux qui sont Panneaux Boutique et Signarama et qui, pour le coup, eux, sont des grands faiseurs de reconversion puisque vous avez beaucoup de gens qui, effectivement, après une carrière, parfois dans le BTP ou dans d'autres choses, viennent à ce métier-là qui, pour le coup, est un métier assez manuel. Donc si vous êtes créatif et manuel, c'est parfait parce que notre métier est de dessiner, puis ensuite de fabriquer et enfin d'installer les enseignes, les décors. Et puis après, ça se fait à différentes échelles. Moi-même, quand j'ai commencé, on avait des petits projets et puis aujourd'hui, on a des projets qui sont de plus en plus intéressants. Mais voilà, c'est un métier, nous, qui manque cruellement de main-d'œuvre. Les filières de formation sont très pauvres et très dispersées. Il existe un CAP et un bac pro dans nos métiers. Donc, c'est déjà assez court et par ailleurs sont envoyés dans ces filières-là les jeunes qui aiment dessiner. Donc souvent on accueille des jeunes en alternance ou en stage. Moi j'aimais faire de la BD donc on m'a envoyé en signalétique. Et pourtant il y a bien une chose qu'on ne fait pas, c'est qu'en fait aujourd'hui nous on ne dessine pas du tout de très peu d'illustrations, on n'est pas du tout des illustrateurs. Donc voilà, si vous souhaitez, si vous avez des questions sur notre métier et la reconversion, n'hésitez pas.
Moi, j'ai une première question parce que vous avez évoqué un truc intéressant, c'est à la limite de l'industrie. Elle est où la limite entre l'artisanat et l'industrie? Mais en fait, elle est dans les choix que vous faites, parce que pour le coup, moi typiquement, j'ai des amis qui ont le souhait de rester au niveau de l'artisan toute leur vie, et donc ils sont dans un rythme qui va bien, et donc sur tous les sujets de l'entreprise, finalement, ils restent des artisans. Donc sur le nombre d'employés qu'ils vont prendre, ils vont limiter le nombre d'employés, sur les investissements qu'ils vont réaliser aussi. Puis dans notre métier, on peut se contenter d'être que installateur, ou alors que sous-traitant, et donc il y a un peu cet aspect-là. Et après, quand vous prenez d'autres dimensions, eh ben, vous dites, OK, en fait, non, j'ai envie de maîtriser la chaîne, donc je vais dessiner, fabriquer, installer, je vais investir dans une cabine de peinture, je vais investir dans des machines de conception. Et à ce moment-là, en fait, vous prenez une ampleur qui vous transforme de l'artisan à l'entreprise. Mais c'est vrai que la limite, elle est très fine. Et moi, aujourd'hui, par exemple, je me définis comme artisan parce que monsieur aimait rappeler qu'il aimait passer le balai. En fait... Je sais pas. Mais il faut bien que ça se fasse. Pour le coup, moi j'avoue que j'aime beaucoup passer le balai ou de la serpillière dans mes bureaux parce que je regarde autour de moi et je dis en fait le bâtiment m'appartient, les machines m'appartiennent, et donc il y a cette valeur-là de service client et d'amour du métier qui est le cœur du truc. On aime le métier, on aime les clients, et puis après c'est juste l'échelle de chiffre d'affaires et de salariés qui change. Et éventuellement, on peut dire que l'artisan, il est le patron chez lui, alors que l'industriel, il sera plus un peu à la botte du banquier. Personnellement, je suis déjà à la botte du banquier. Hein. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Non, mais en fait, ce sont avant tout des métiers passion. Ce ne sont pas des métiers qu'on est. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas vous, messieurs, mais moi, ce n'est pas un métier que j'exerce pour devenir riche. Ma richesse, en fait, elle est dans mon quotidien. C'est je fais plaisir aux gens. Je me fais plaisir parce que je travaille un produit que j'aime, que je rencontre des gens que j'aime, qui sont tant les éleveurs quand ils produisent un animal avec une certaine éthique. Et j'ai plaisir à raconter l'histoire du produit que je transforme dans mes mains. Et c'est un métier, en fait, c'est ça notre richesse. C'est qu'on se lève le matin, on est content d'aller travailler, on est content de produire quelque chose. Et moi, je ne suis pas à regarder, et c'est ça mon problème, je ne suis pas à regarder mon compte en banque tout le temps. Parfois, malheureusement, j'ai mon banquier qui m'appelle en me disant on est là, vous avez l'URSSAF qui vous débite de telles sommes, et il peut me manquer de l'argent. Mais pour moi, c'est important, mais je ne fais pas ça pour être riche, sinon j'aurais fait autre chose. Donc c'est vraiment avant tout un métier où effectivement on a des difficultés au quotidien parce qu'on a des crises. Nous, on a eu la vache folle, je ne sais pas si ça vous parle, on a eu des grippes aviaires, on a eu plein de choses, on travaille le vivant, mais on est dans le plaisir, l'épanouissement, et je le dis tout le temps, on prend soin de nos clients qui prennent soin de leur famille, parce que cuisiner aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui cuisinent, mais c'est prendre soin de sa famille. Et on est dans le quotidien, et nourrir, c'est essentiel aujourd'hui. Et même si malheureusement le pouvoir d'achat fait qu'on a beaucoup d'arbitrage parce que la viande et les produits de qualité, ça coûte cher, ça reste des produits qui sont essentiels à la santé. Et se dire qu'on fait partie de ce petit maillon-là, infini mais essentiel, eh ben, ça rend heureux. Et c'est pour ça aussi que c'est important, quand vous faites une reconversion professionnelle, de prendre en compte votre bonheur aussi. Parce que vous changez de vie. Donc le sens de la reconversion, c'est de se dire, je fais quelque chose qui me plaît. Et quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous êtes heureux. Et non seulement vous êtes heureux, mais vous rendez tout le monde heureux autour de vous. Et c'est ça qui est important, je pense, aujourd'hui. Alors effectivement, si on est dans un métier commercial, pour être heureux, il faut quand même des clients. Et je peux vous dire que quand on a des JO qui empêchent les gens de venir, vous pouvez toujours courir pour que les gens viennent. Voilà, alors vous avez le temps de crever 12 fois si la trésor est dégueulasse, si votre banquier est agressif, méchant, et vous vous payez parfois quand vous avez le temps. Parce que ça, il ne faut pas croire que la fortune est assurée aux audacieux. C'est plutôt les revers qui sont assurés aux audacieux. Donc il faut avoir les reins solides et les nerfs solides. Voilà. Moi, comme dirait Colombo, c'est ma femme qui fait les comptes et j'en suis ravi. Mais sauf que quand on a des problèmes de trésorerie, c'est pas marrant, quoi. Et ça n'amuse pas beaucoup en général, ça ne nous amuse pas tellement. Mais heureusement qu'on est passionné par ce qu'on fait, parce que sinon on donne un coup de pied, on ferme la porte et on se casse. Moi, j'avoue que j'ai un discours plus nuancé parce que pour le coup, je vous rejoins sur le fait de je ne cours pas après l'argent.
Cependant, elle est un vrai moteur. Moi, typiquement, pendant longtemps, je pensais que je devais être le dernier à me payer. Et aujourd'hui, quand je fais les paiements de salaire tous les mois, je me paye en premier. Mais oui, bien sûr, mais je comprends parce qu'en fait, c'est le sens naturel, c'est un peu le sens naturel. Et puis un jour, finalement, moi je suis venu dans l'autre sens naturel, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un bateau aujourd'hui, en fait, quand vous conduisez un bateau, vous avez besoin d'avoir la tête sereine. Et on le voit bien, moi je me suis je me suis pas versé un salaire au début, bien entendu, pendant un an et demi, j'ai pas pris d'argent. Cependant, après, on a toujours eu ce complexe de dire, bah oui, mais on va pas trop se payer parce qu'on va laisser la boîte avec de l'argent, etc., etc. Finalement, je vais être très clair, aujourd'hui, la vie d'entrepreneur, parfois j'ai commencé le mois, j'étais à moins 10 000. Parfois j'ai commencé le mois, j'étais à plus 100 000 de trésor, je parle sur le compte. En fait, peu importe les états, je prends mon salaire qui est très large et aujourd'hui, la passion, pour moi, elle va clairement avec l'argent. Elle va avec. Je veux dire, à partir du moment où vous faites ce que vous aimez, je ne vois autour de moi que des chefs d'entreprise passionnés qui gagnent très bien leur vie parce qu'en fait, quand vous le faites avec passion, ça transpire, les clients le ressentent, vous travaillez bien, vous travaillez mieux. Et on va être très clair, vous gagnez mieux votre vie. Je pense que j'aurais rarement pu aussi bien gagner ma vie si j'avais été salarié parce qu'aujourd'hui, avant j'étais salarié dans le marketing. Bon, bah ok. On avait ce qu'on appelait des salaires, machin. Franchement, je vais être sincère aujourd'hui sur plein de choses, sur plein d'aspects. La passion aujourd'hui, elle ramène le reste. Mais ça ne doit pas être un moteur. L'argent n'est pas un moteur en soi, mais pour le coup, pour moi, elle est le résultat mathématique d'une passion. Et attention, hein, vous parlez des crises, etc. Ça arrivera. Pour le coup, vous parliez tout à l'heure de j'ai jamais déposé le bilan. D'abord, félicitations. Moi, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Vous voyez, quand j'ai démarré des mois, des fois à moins 10 000, je dis bon, quand le Covid est arrivé, je me souviendrai toute ma vie, le Covid est arrivé, j'ai ouvert la porte du bureau, je dis bon, bah ok, c'est aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui que ça s'arrête. Bon, bah ok, j'ai plus de boîte, c'est aujourd'hui que ça s'arrête. Finalement, pas du tout, parce qu'après les 3 semaines, on a pu réaccéder au bureau. Enfin bon, bref, on va pas parler du Covid aujourd'hui, mais si vraiment j'étais amené demain à fermer la porte, bon, je pense que je prendrais 1 ou 2 semaines pour me dire en fait où a été mon erreur. C'est une erreur de gestion, c'est une erreur commerciale, c'est le marché ou l'environnement qui a changé. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça me revivifierait et je repartirais de zéro sur une page blanche et à fond. Et je pense toujours dans ma passion et dans ce que j'aime. Voilà. Alors, qui dit dépôt de bilan dit souvent on baise les fournisseurs, les clients on s'en fout. Moi, c'est pas ma doctrine. Donc, moi, je vise pas le revenu maximum, je vise le plaisir maximum. Et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est toi Véronique, quand on a quelqu'un qui est content de ce qu'on lui vend ou qui, comme le roi du Maroc, me dit votre montre est magnifique, c'est pour ça que je l'ai choisie, c'est pas pour vous faire plaisir, il n'y a pas plus beau compliment que d'avoir des clients qui disent cette montre-là, c'est la plus belle de ma collection quand on en a 100. Mais honnêtement, je gagnais beaucoup plus d'argent quand j'étais chef à plume dans le BTP que indépendant et paysan à mon compte. Alors ça, c'est pour faire réfléchir parce que vous avez tout un tas de parcours différents. Tout dépend du produit que vous allez vendre, produire et ou vendre. Il n'y a pas de cas unique, si vous voulez. C'est vraiment des choix. Nous, on a investi énormément dans la production de nos montres, des centaines de milliers d'euros. Forcément, quand on investit avec son argent sans investisseur, ce n'est pas la même chose que si c'est la banque qui paye. Et quand nos entreprises sont fermées, puisque en l'occurrence, nous fermons parfois nos entreprises l'été, eh bien l'argent ne rentre pas non plus. Donc soit on anticipe son salaire ou soit on fait l'arbitrage de ne pas se payer. Mais on anticipe parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, on prévoit. Mais ça reste, oui, ça reste, on est content de vivre de notre passion. Mais ce n'est pas notre moteur. Oui, notre moteur, c'est vraiment de se dire, on a des clients qui sont contents, on a des fournisseurs qui sont contents aussi parce qu'on les met en avant et qu'on ait cette petite étincelle du repas ou du temps. Et d'ailleurs, on est tous finalement, ça on ne le dit jamais, mais on est tous dépendants les uns des autres. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est quand même dans une période assez compliquée avec... même une période assez anxiogène, puisque entre tout ce qui s'est passé sur le plan politique, sur le plan aussi de la politique internationale. Mais on est content de pouvoir donner un instant de plaisir avec un produit qu'on a confectionné ou qu'on a transformé avec ses mains. Je pense que c'est ça aussi le sens de la reconversion, c'est de se dire
qu'on est heureux. Enfin, moi c'est juste ça. C'est dans notre entreprise, il y a, quand vous rentrez, d'ailleurs c'est sur mon pantalon aussi, c'est mon pantalon de travail, c'est écrit le meilleur vient du cœur. Et je pense que c'est ça qui est important. Quand on est jeune, on voit pas ça. On voit l'argent, on voit le bonheur, on veut tout s'acheter. Mais je pense que, en fait, la richesse, elle est en nous. Et si on fait quelque chose qu'on aime bien, et d'ailleurs, on voit la différence de mentalité, c'est que quand on a passé un certain âge, on n'a plus du tout les mêmes objectifs de vie. Et c'est pour ça que si vous êtes dans une reconversion, c'est que vous êtes dans une interrogation. Ce qui est important, c'est de se faire plaisir, en fait, avant tout. Et c'est là que vous réussirez une reconversion. C'est d'avoir du son. Dans un souhait. Ou dans un souhait. Ouais. Alors, c'est très bien. Vous nous faites rêver, vous nous parlez de passion, vous nous dites qu'on peut claquer la porte et faire quelque chose d'autre. Mais à un moment donné, soit on a eu de la chance parce qu'on a été bien orienté et qu'on se retrouve quelque part où je sais pas, non, vous me direz. Soit un jour c'est un caprice, quoi, en gros, on dit, mais pas seulement. Vous avez oublié un petit bout de votre CV quand même. Hein. Le fait que c'était dans le sang, l'horloge. Ah oui, j'ai oublié de le dire, ça tient. Ah oui, alors en 1802, mon quadrisaïeul est venu de Suisse à Rouen. Il a monté une horlogerie atelier et en 1818, il a monté une fabrique d'horlogerie. En fait, j'ai toujours du côté de ma mère. Et en réalité, ensuite, on va être court quand même, mon trisaïeul, lui, a développé des brevets et se baladait partout avec des montres, des horloges de parquet. Mon arrière-grand-père était à la fabrication et mon grand-père, lui, est parti parce que des cousins issus de Germain sont rentrés, ils ne s'entendaient pas. Il a créé une boîte de transport, il a été fusillé par les Allemands. On n'avait pas une montre ou une horloge roi du côté de ma mère. Donc quand j'ai lancé la société et quand j'ai lancé l'idée de la marque Frères et Roy, je me suis dit, hop, horloge. Donc j'ai trouvé une première horloge chez un particulier, une seconde aux enchères et 2 montres sur eBay, des Gousset. Et la première horloge, j'ai dit que j'étais le descendant direct. J'ai payé 500 balles de plus. Puis je lui ai dit, bon, t'arrêtes parce que sinon, je ne l'achète pas, ta pendule. Voilà. Donc maintenant, je ferme mon clapet. Quand j'achète une antiquité, je ne dis pas qui je suis. Je signe avec un pseudonyme. Donc, vous avez tiqué quand j'ai parlé de la chance de l'orientation. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le mot chance, mais c'est pas. Je veux juste revenir sur l'aspect parce que vous avez dit si on n'a pas la même mentalité, donc je ne sais pas quelle mentalité vous me prêtez, mais. Et pour le coup, vous avez dit on n'a pas la même mentalité, c'est certainement dû à l'âge, donc je l'accepte. Je ne sais pas quelle mentalité vous me prêtez. Moi, je remets que l'argent n'est pas au cœur de ce que j'aime, mais ok. C'est vrai. Alors pour le coup, effectivement, moi, mes grands-parents étaient des paysans, donc c'est un mot qui est dans ma bouche, en tout cas. Très important. Mon père était restaurateur parce que c'est un tout jeune retraité. Donc c'est vrai qu'on a eu la culture du travail, du 7-7. C'était pas un sujet. Mais aujourd'hui, on a les mêmes centres d'intérêt, j'en suis sûr. C'est de voir nos enfants grandir. Et aujourd'hui, c'est quand même plus sympa de passer 3 semaines de vacances à l'étranger que de vivre de sa passion. Moi, personnellement, parce que j'ai la chance d'être aux côtés d'entrepreneurs toute l'année, d'abord parce que ce sont mes clients et puis parce que je suis engagé dans un CPME 78, mais pour le coup, malheureusement, parfois, je vois des passionnés qui mettent la clé sous la porte. J'ai un adhérent qui était passionné, qui était franchement, je pense, le meilleur instructeur moto que j'ai jamais connu. J'ai passé mon permis avec lui, il était incroyable. Par passion, il avait donc fait des choix commerciaux qui étaient débiles. Par exemple, il n'emmenait qu'un élève en leçon de conduite. Il n'emmenait que 2 élèves sur le plateau. En fait, les autres écoles font 7 élèves, 8 élèves. Donc il y a peut-être un juste milieu entre l'abattage à 8 et puis se dire, bon, après tout, je vais peut-être en emmener 3-4 et être rentable. Parce que finalement, malheureusement, quand vous parlez avec lui, qui vous dit qu'il a du mal à se payer, voire qu'il ne se paye pas certains mois, voire que, en fait, à un moment donné, vous dites, ok, la passion, c'est cool, c'est super, mais tu vas voir que tu peux toujours être aussi passionné en prenant l'argent qui va en face. Et c'est vrai que pour le coup, j'aime bien nuancer ça parce que moi, je suis un commercial de base et en fait, à un moment donné, mathématiquement, vous parliez tout à l'heure des crédits. On a des crédits, on a des engagements de centaines de milliers d'euros sur le dos. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui me rationalise. En fait, quand je pars chaque début de mois, et j'ai 2 petits de 3 ans et 6 ans. Ouais. Il y a certainement ce recul-là. Mais c'est vrai que pour le coup, j'aime beaucoup nuancer ça parce que je les vois, les gens qui sont
aveuglés par leur passion. Aveuglés par leur passion. Et si vous voulez en vivre, en tous les cas, il y a un truc, et tout le monde ne sera pas Bernard Arnault, vous en avez bien raison. Vous avez raison de nuancer sur le secteur d'activité, de dire que certains grands cadres gagneront bien entendu toujours plus que des chefs d'entreprise. Vous avez 100% raison, mais voilà, juste pour revenir à ça. Sur le facteur chance, je vais très vite. Je pense que la chance, elle sourit. La chance, c'est un moment que vous attrapez quand vous êtes au bon endroit. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui disent que j'ai de la chance. J'ai d'autres amis entrepreneurs qui disent qu'ils ont de la chance. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai un peu du mal à l'accepter, ce mot chance, parce que, par exemple, moi, j'ai la chance d'avoir signé des très gros contrats à 100 000 ou 120 000 euros. Mais en fait, j'ai cette chance-là parce que le client, ça fait 8 ans que je travaille avec, parce que ça fait 8 ans que je me démène pour lui, que je fais des trucs à 100 euros comme à 3 000 euros, que je lui réponds à 22 heures, que le samedi, s'il m'écrit sur WhatsApp, je vais lui répondre, que là, vous voyez, j'avais un vendeur de montres, d'ailleurs du 16e arrondissement, qui m'a appelé un samedi. Moi, je suis le seul enseigniste de Paris à avoir le standard qui est ouvert sur ma fiche Google 7 jours sur 7. Et donc, quand on m'appelle le dimanche et que j'ai un hôtel de luxe qui a besoin d'un stickers pour un de ses clients qui fait... En fait, c'est de la chance, bien sûr. Peut-être que c'est de la chance. Moi, je n'appelle pas ça exactement de la chance, parce que si j'avais fait comme tout le monde, de faire mon 9-18 heures, que je les vois parfois, les passionnés. Non, mais moi, attends, le mercredi, je ne travaille pas parce que j'ai mes enfants. C'est louable. Et en fait, juste à un moment donné, vous parliez tout à l'heure de la limite entre l'industrie et l'artisanat. À un moment donné, la limite entre est-ce que c'est une passion, et dans ce cas-là, en fait, je n'ai pas la prétention d'en vivre, d'en faire un métier, et je le fais le soir, c'est un side project, je le fais le week-end, et donc c'est ma passion. Je fais mes boîtes de mouchoirs, j'ai mis sur ce truc. Soit je veux en vivre, et à ce moment-là, on parle de reconversion, et donc en vivre. Et en vivre, ça veut dire qu'il faut en gagner sa vie. Et gagner sa vie aujourd'hui à Paris, il faut vendre. Voilà. Voilà, c'est quand même un truc essentiel. Arrêtons d'être... Oui, c'est ça, faut vendre. Faut vendre. C'est que d'être idyllique, c'est un moteur. Moi, par exemple, mes vacances, vous allez trouver ça débile, certainement, parce que je suis dans une boucherie, on va dire 11 mois par an, et le 12e mois, je prends ma moto, justement, et je parcours les éleveurs. Donc, je fais 6000 km tous les étés, et je vais voir quoi? Des bouchers et des éleveurs. Donc, je ne m'arrête jamais. Et j'ai mis au monde 2 enfants. J'ai un garçon qui a 29 ans, qui a eu 29 ans là, qui est artisan boucher comme ses parents, qui travaille avec ses parents. Et j'ai une fille qui va avoir 28 ans et qui est dans la cuisine, mais qui passe son temps aussi dans l'entreprise de papa à lui dire « je veux que tu me formes, je veux que tu me formes ». Donc il y a un moment, il faut savoir aussi que moi je suis sortie de ce métier, que j'ai été végétarienne pendant 20 ans, que je ne voulais surtout pas faire ce métier parce que mon père et ma mère étaient bouchers, qui passaient leur vie dans les boucheries, et que l'été on allait voir les bouchers. Et je reproduis la même chose en épousant un boucher à 20 ans et en étant installée à 22 ans. Donc, quand je parle de passion, que j'ai des papillons dans les yeux, et que sur les réseaux sociaux, je suis comme une dingue parce que je parle de boucherie toute la journée, je vis boucherie, et que je mange, je dors boucherie, mais c'est aussi un moteur, ça me rend heureuse. Mon père est comblé, ma mère, je n'en parle même pas, mon mari en a ras-le-bol, mais... on est heureux quand même, quoi. Et je pense que même si la notion de l'argent, c'est hyper important, la notion de filière, c'est important aussi de se faire plaisir pour faire plaisir aux autres. On resterait bien à tailler une bavette un bout de temps encore avec vous, mais on arrive vers la fin. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, on vous écoute. Oui, bonjour, merci beaucoup de tout ce que vous avez dit. Allô? Merci beaucoup de tout ce que vous avez dit. Moi j'ai une question toute simple, parce que du coup le titre c'est l'artisanat francilien. En quoi c'est plus francilien ou pas? Et fleuron de notre économie. Moi ma question est là. Fleuron de notre économie. Parce qu'on est un tout petit écosystème. L'artisanat, on a parlé de nos compétences, mais l'artisanat aujourd'hui... L'artisanat, c'est 250 métiers qui sont tant dans le bâtiment que dans, comme j'ai dit, les métiers d'art, que l'alimentation, que la coiffure, que différents, le taxi. Donc ça fait partie quand même d'un maillage territorial qui est extrêmement important. Alors à Paris, au niveau déjà commerce, on a 65 000 commerces que dans Paris intramuros, qui sont beaucoup, pour la plupart, des artisans.
Vous fabriquez des confitures, des chocolats, vous êtes fromager, vous êtes primeur, vous êtes artisan en fait. Ça fait partie de nos territoires, d'une attractivité particulière. Et c'est vrai que quand on parle des industriels, je n'ai rien contre les industriels parce que je défends aussi les industriels français qui sont malheureusement, enfin qui ont été longtemps en difficulté, mais le premier employeur de France aujourd'hui, c'est l'artisanat. Donc il ne faut pas, on est souvent des TPE ou des PME, mais on fait partie de l'écosystème francilien et national. Et là, en fait, c'est francilien parce que c'est organisé par l'Île-de-France. Mais il faut quand même savoir que quand on est artisan, on fait partie d'une grande famille et qu'on est tous liés les uns les autres. C'est pour ça qu'on a cette ferveur chevillée au corps et que pour moi, ça a du sens et on est tous liés les uns aux autres. On parlait de CPME, on fait partie aussi de... moi aussi, je suis à CPME 75. En fait, on est une grande famille et on s'entraide les uns les autres. Quand il y a eu le Covid, on défendait les intérêts. Moi, par exemple, j'étais toutes les semaines avec la mairie de Paris, la préfecture et les services de l'État à défendre des professionnels, à trouver parfois des aides au cas par cas. Et malgré que j'étais dans ma boutique, puisque nous, par contre, on a été très heureux pendant le Covid, mais on était très heureux aussi d'aider les gens et de se dire que certains ne seraient pas laissés sur le chemin parce que on se battait pour eux. Donc il faut aussi ne pas oublier les organisations professionnelles qui sont là aussi pour vous aider, y compris dans les reconversions professionnelles, puisque dans nos entreprises, on fait aussi des reconversions professionnelles et on aide aussi les reconvertis à s'installer. En l'occurrence, moi j'ai formé, alors je ne peux même pas vous dire combien d'apprentis et combien de reconvertis, mais les reconversions, ils sont tous installés à leur compte aujourd'hui sur le plan national, pas que sur l'Île-de-France. Donc c'est pour ça qu'on est tous liés les uns les autres. Voilà, je vous en prie. Et ce sera la conclusion de ces passionnés, mais avec qui vous pouvez continuer à discuter dans les couloirs. Mais on est arrivé au bout. Merci beaucoup à tous les trois.